La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mardis à partir de 7h PM Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mardis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir tout le monde, bonsoir cher public de Café Philo. C'est un plaisir de se retrouver encore ce soir avec vous tous. Je voudrais remercier spécialement les organisateurs de nous recevoir ici. Je vous signale que l'activité se déroule dans le cadre de la foire du livre organisée par la DNL. Et je voudrais aussi remercier la radio-télévision Caraïbe pour sa présence et qui permet à un large public de suivre ce soir notre débat. Nous allons commencer, comme à l'accoutumée, par la dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs pleins de rêves, du sol soyons un maître, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau. Et maintenant, place à la chanson Hasta Siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ok, maintenant nous invitons Ralph à faire pour nous la mise en contexte de l'activité de ce soir. Bonsoir et merci à Audi Edmé de me passer la parole. J'en profite pour saluer le public habituel de Café Philo. Je suis heureux de prendre la parole en cette occasion où nous organisons un Café Philo, j'ai envie de dire spécial, avec quelqu'un qui est quand même habitué de Café Philo, qui en est probablement à sa deuxième ou troisième participation à Café Philo. C'est donc avec un grand plaisir que le staff de Café Philo reçoit ce soir Yannick Laens dans le cadre d'un partenariat qui lie Café Philo et la Direction nationale du livre et qui propose dans le cadre de la FILA, qui est donc la troisième édition de la Foire internationale du livre d'Haïti, un Café Philo avec Yannick Laens. Je me garderai de dire quoi que ce soit pour l'instant sur Yannick. Peut-être que je reviendrai pour éventuellement faire des commentaires, poser des questions au moment du débat. Je voudrais simplement dire que si nous en sommes là aujourd'hui au niveau de Café Philo, c'est parce qu'il y a quelque chose que nous prenons très au sérieux et dont Yannick Laens fait la promotion. Comment peut-on penser autrement ce pays? Comment peut-on penser ce pays avec des gens qui sont autrement des jeunes? Comment peut-on être haïtien aujourd'hui? Et plus encore, comment peut-on être écrivain haïtien? Et surtout, comment peut-on rencontrer une autre génération quand on est Yannick Laens, quand on est écrivain et quand surtout on a reçu des prix? Comment peut-on se faire inviter par un public, par des organisateurs qui sont des jeunes et qui veulent aller plus loin, qui veulent proposer un concept qui est de nous réunir ensemble pour discuter, à la limite même au-delà de nos différences, trouver quelque chose que Habermas pourrait appeler une éthique de la discussion. Je pense que c'est cela aussi que la Direction nationale du livre a compris et c'est ce qui fait que depuis l'année dernière, elle collabore avec Café Philo dans le cadre de ce partenariat dans le contexte de l'organisation de la Foire internationale du livre, pour permettre que, au-delà des rencontres qui peuvent se faire avec des auteurs, au-delà de la vente des livres, au-delà des rencontres avec des éditeurs, au-delà des rencontres avec d'autres acteurs impliqués dans la chaîne du livre, le débat puisse avoir un lieu, puisse avoir son mot à dire, puisse avoir droit de citer. Et c'est pour cela aussi que je prends plaisir à passer la parole à quelqu'un qui est un ami, qui est à l'origine également de cette expérience que nous sommes en train de faire depuis pratiquement 3 ans et demi, qui est donc Paul-Aimon Wilson, qui est directeur du livre et qui représente la Direction nationale du livre ce soir. Je voudrais dire un dernier mot avant d'introduire M. Paul-Aimon Wilson,
Ce café philo s'inscrit également dans le cadre des festivités qui marquent le 4e anniversaire de Café Philo, de l'association culturelle Café Philo Haïti, et particulièrement ces mardis de la philosophie que nous organisons tous les mardis à pareille heure. Je passe donc la parole à M. Wilson Polémon qui vous en dira plus. Merci, très bon Yannick. La Direction nationale du livre est heureuse de s'associer aux institutions Café Philo Haïti et à la Radio-Télévision Caraïbe pour présenter ce Café Philo spécial où nous donnons carte blanche à Yannick Laens, prix Femina 2014 pour son roman Bain de Lune. Et nous saluons la présence de Rodi Edmé, professeur de carrière, historien impliqué dans la problématique de l'histoire haïtienne. Donc, nous sommes très contents de vous accueillir ce soir et nous pensons qu'il y a moyen d'espérer parce que cette expérience est partie d'un embryon de personnalité qui croyait que quelque chose pouvait naître de rien du tout. Je veux saluer ce soir mon ami qui est au Canada, Sosten. Je veux saluer Elena Hugo et Remaret Jean-Baptiste, Ralph. Nous étions, Néhémie, très peu dans un petit restaurant sur l'autoroute de Bourdon où nous nous réunissions régulièrement pour discuter philosophie. Et voilà qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, nous avons une véritable institution qui discute philosophie, qui discute de problèmes nous concernant. Donc ce soir, nous sommes très heureux pour ce Café Philo. Et je rappelle que dans le cadre de la Foire internationale du livre d'Haïti, demain soir, à Le Villat, nous aurons une mise en scène de La couleur de l'aube de Yannick Laens par Gaël Bien-Aimé. Vous êtes tous invités. Donc je vous souhaite, comme mon ami frère Ralph Jean-Baptiste, bon Yannick, bon débat. Et maintenant, je pense qu'on va avoir un petit documentaire. Yannick Laens, bonsoir. Vous êtes haïtienne, vous êtes auteur, vous avez vécu en France et puis vous êtes retourné vivre à Haïti. J'aimerais bien que vous nous parliez de votre engagement dans votre pays. D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis venue en France pour des études. Et comme je faisais partie de ceux qui pouvaient retourner en Haïti, comme Lionel Trouillot, comme Gary Victor qui vit en Haïti, j'ai fait le choix de retourner vivre en Haïti. Et je pense que, comme toute personne qui a un minimum de désir, de rêve d'habiter, parce qu'il ne s'agit pas simplement de vivre quelque part, mais de s'y inscrire et d'essayer de comprendre et d'essayer d'aller vers les autres, j'ai choisi de placer mon œuvre. Je pourrais dire, mon œuvre se nourrit de ce dehors, des autres, de mes interrogations par rapport à cette énigme d'habiter ou ce rêve d'habiter. Et je crois que tout ce que j'écris ne peut se comprendre qu'à travers ce prisme-là. Effectivement, mon engagement sur le terrain, je l'ai fait d'abord en tant qu'enseignante, ensuite j'ai monté une petite fondation où je travaille avec des jeunes et je vais un peu partout et nous réalisons des petits documentaires sur des sujets d'intérêt général. Je suis marraine de bibliothèques, d'associations, de jeunes écrivains. Au ministère de la Culture. J'ai fait ça avec Raoul Peck quand il était ministre. Donc oui, c'est une terre que je porte avec passion. Ça veut dire que j'ai de grandes colères très souvent, comme quand on aime passionnément ses enfants ou son conjoint. Et puis, il y a quelquefois des moments où je suis complètement réconciliée avec l'humanité et Haïti, par des petites choses magnifiques. Bain de Lune, votre roman récent qui vient d'être prix Femina aux éditions Sabine Viespieser, il est né comment ce roman? Il est né précisément d'images, deux villages, un village dans le nord, un village dans le sud. Et je suis passée et ce que j'avais vu m'avait tellement interpellée que ce sont des images qui sont restées vraiment, je peux dire, dans mon inconscient. Et j'ai écrit une nouvelle, il y a 15 ans déjà, qui s'appelle Bain de Lune, dans un petit recueil de nouvelles. Et j'ai mis 15 ans à revenir à ce texte. 15 années durant lesquelles j'ai beaucoup appris sur Haïti, j'ai beaucoup discuté avec des gens, des sociologues, des historiens.
Je suis beaucoup allée sur le terrain. J'ai vécu des petits séjours, mais des courses quand même très instructifs dans le monde paysan. Et j'ai beaucoup parlé à des paysans, à des prêtresses et des prêtres vaudous. Donc, ce qui m'a permis de pouvoir embrasser ce regard de l'intérieur. Comme je dis souvent, le privilège en Haïti, peut-être plus qu'ailleurs, est une terre étrangère. Donc, ce livre, c'est à la fois un voyage vers des terres physiques, géographiques et mes propres terres intérieures. Voilà. Et sur l'identité haïtienne, c'est un pays qui a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de mal à trouver sa propre identité, puisque au départ, ça a été des gens venus d'Afrique, à qui on a donné des noms qui ressemblaient plus à la projection des Blancs, etc. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, au XXIe siècle, pour Haïti? Ce que j'attends, d'abord, c'est que de l'intérieur, nous définissions un nouveau vivre ensemble. Parce qu'entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, il y a un hiatus énorme. Et pour moi, c'est mettre fin à ce dialogue de sourds, qui fait que ceux qui ont, qui sont plus ou moins dans un moule judéo-chrétien, et ceux qui n'ont pas, qui sont dans un autre moule, qui est cette très belle culture inventée au XIXe siècle, qu'on trouve des passerelles pour enfin définir un vivre ensemble. C'est-à-dire, on a fait une révolution qui a libéré en fait de l'esclavage. On a poussé plus loin l'idée d'égalité dans la modernité, mais il reste à faire la construction citoyenne. D'accord. Merci. Voilà. Merci. Alors nous entrons tout de suite dans la suite de la programmation et je vous explique rapidement le format. C'est que pendant quelques minutes, Yannick et moi, on va parler un petit peu de littérature, de son œuvre. Après, ce sera une pause et après la pause, vous pourrez vous-même poser vos questions. J'espère qu'on va passer une bonne soirée. Bon, alors Yannick, je commence. Oui. Donc on va faire ça en créole et en français. La première question, je me souviens t'avoir lu et une fois avoir vu que tu disais que je porte en moi une jouissance et une blessure. Alors, la question qui me taraude ce soir, est-ce que ce paradoxe explique ton urgence d'écrire? D'abord, bonsoir. Oui, et je pense que quand on écrit, mais pas seulement quand on écrit, quand on fait n'importe quel travail de création, on a ces deux choses. Je pense que la blessure, on ne crée pas si on n'a pas un mal-être, si on n'a pas le sentiment d'un manque. Ça veut dire que si un peintre est satisfait de ce qu'il voit, il n'a pas besoin de peindre l'autre réalité. Il a contenté de s'allouer. Si un musicien, c'est les bruits du monde qui l'intéressent, il n'a pas besoin. Parce que le veut ajouter le bagage. Pour littérature, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je me toujours dit, quand j'enseignais, je disais aux élèves, la littérature, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne entre les quatre murs d'une salle de classe, et puis l'on sortit par une littérature encore. La littérature, c'est la vie. Donc, soit essayer de retransmettre, c'est la vie, c'est pas autre chose. C'est pas comme si je en Haïti, littérature, c'est pas les Français. Non. C'est la vie qu'on peut transmettre à travers les mots. Parce que tout le monde qui veut créer vraiment a un malaise, ça, donc forcément, il y a une blessure. Ça. Et c'est parce qu'on veut pas forcément guérir, parce que sous guérir, on ne peut pas l'écrire encore. Donc, il faut qu'il y ait toujours interrogation, les bains, on va chercher dit, ou bien on va chercher peine, ou bien on va chercher mettre en musique. Et puis en même temps, écriture, c'est-à-dire que le travail de création, son travail de longue haleine, il faut travailler, il faut retourner, il faut gagner des moments de doute, il faut gagner des moments. Et puis tu as des moments de véritable jouissance, rejoindre exactement ce que tu as cherché. C'est peut-être le fruit du hasard, ou qu'à dormir pour dire, oh, bon, texte ça m'a quitté, j'aime finir, ça t'est arrivé avec main de lune. Et puis au réveil demain matin, on joint, tiens, on joint ce que tu as cherché. Donc c'est des moments de grande, oui, jouissance. Et puis souvent, lorsqu'on présente ton texte, c'est souvent, il y a des révélations que le lecteur a fait. Et pour rendre compte que ou pas fin même maîtriser tout ce qu'on mettait dans le livre. Souvent, son lecteur qui pourra le renvoyer, dit tiens, dans telle page, tel bagage, est-ce que c'est pas ça? Et pour dire waouh, parce que vous mettez en branle, on va créer bien plus que ce que vous maîtrisez.
un fontisin au public là. Et qui gens ou sorti de une académicienne, un professeur d'université. Bonne question. Et puis ou glisser vers production propre texte de fiction. Et quand auteur te dit, il faut beaucoup étudier les hommes pour pouvoir créer des personnages. Et oui, parce que c'est pas deux activités qui vraiment, comment je pourrais dire, c'est pas deux activités qui similaires. L'on a préparé un cours ou bien une activité plus académique. Ce qui est le plus important, c'est argumentaire. Quel argument on va l'avancer, qui plan on va le suivre, puisque on va retransmettre un bagage au public de jeunes, moins jeunes. Donc, c'est beaucoup plus intellectuel qui sollicité. Alors que là, on va faire une œuvre de fiction, là, c'est autre chose. Tes émotions, il y a ton enfance, ton histoire et personnalité, ou une bonne bagage qui rentre en jeu. Et là, ou sollicitons l'autre bagage, qui c'est, ou même soyez ta biologie, ta biographie, ton esthétique, ta personnalité. Bien que, je ne vais pas séparer complètement. Au monde que Kundera dit, l'on a écrit, c'est l'appel du temps, du jeu JEU, de la pensée, et puis du jeu JE. Ou mélanger toute bagaille ça, parce que l'on va raconter le temps, on va raconter ton histoire. Donc, on va faire le dérouler dans le temps, donc il faut maîtriser ça. Ou même dans le texte là qui a passé. Et puis, jeu ali intéressant, on va parler de jouissance, JE, ils sont jouettes, parce que si ou pas gain, ou même éprouvons plaisir, on va faire texte là. Donc, un côté qu'on t'a aimé que le lecteur qui a lu le texte en tout, entrer dans la relation, ça, que le dit, tiens, il a un plaisir de l'appeler texte là. Et ce n'est pas parce qu'on texte difficile que le pas bon du plaisir. Alors, c'est ça, mon Dieu, toujours fait. Comme quoi, son texte difficile, pas du tout. Il y a des belles jouissances, justement, parce que, ouais, waouh, regardez quelle démonstration un auteur fait dans le texte. La jouissance peut-être simplement parce que l'a décrit, moi, je ne sais pas, ou prend un texte, tant que l'odeur du café de Daniela Ferrière, c'est une très belle jouissance de relation entre un petit monde et un grand-mère. C'est-à-dire que là, il y a différents types de jouissances possibles à appeler un texte. D'accord. OK. Mais j'ai l'impression que l'on écrit, alors on va dire si j'ai raison sur ça, ou fixe une image et pour enfiler d'autres images. Gagne la chambre bleue, et puis à partir de ça, j'ai l'impression à partir de fixation, ça, et puis une histoire créée. Anse bleue, rien à voir avec la chambre bleue. C'est encore une observation, son coteau talé, et puis on vit écrit sous zone ça. Mais qui j'en chemin ça a fait dans la tête tout? Racontez nos processus de création à partir de propres expériences par où. Alors, il faut me dire qu'il y a différents types d'écrivains. Il y a des écrivains qui traitent dans la psychologie pure, par exemple. Moi-même, moi, son monde, pas dans la psychologie pure. Bon, peut-être c'est comme ça mieux. Je toujours relié l'histoire que je m'a raconté à milieu côté à vivre là. Histoire, politique, économique. Donc, même dans le texte, en cours, Guillaume et Nathalie, que tout le monde prend pour un texte érotique, c'est une histoire. Il y a un pile bagaille dans le texte là, qui va au-delà de la rencontre de deux corps. Parce que même dans la rencontre de deux corps, il y a de l'histoire, il y a de la sociologie, il y a tout. OK? Il y a de l'économie. Donc, l'homme Anse Bleu sont un village que m'inventé. Parce que je n'ai pas de que le lecteur a appelé, il dit, ah, ça c'est beaucoup de Jacques Mel, ou bien ça c'est beaucoup de Jérémie. C'était pas ça le plus important. C'est de montrer un village que m'imaginais, et à partir de ça, moi créer une histoire qui a déroulé son siècle. C'est vrai que c'est parce que deux villages de pêcheurs d'ailleurs. Ben, l'intérêt dans la tête, moi, je me dis, tiens, comment tu as écrit une histoire sur Sam Sotoué, c'est ton journée, hein? Comment tu as écrit l'histoire? Alors, première fois, c'était une commande d'une maison d'édition qui demandait mon nouvelle. Moi, je dis, tiens, ben, elle a tellement frappé, je vais inventer une nouvelle. Et puis, je me fait une nouvelle de 3 pages, Ben de Lune. Mais après, moi, je dis, moi, il faut mal causer sur l'histoire, ça. Parce que, bon, moi-même, j'en me dis, en Haïti, plus qu'ailleurs peut-être, ou bien comme quelques autres pays, le privilège est une terre étrangère. Et moi-même, je ne vais pas cacher non plus que je fais partie des privilégiés, mais à l'université, je me bats jamais contre la fin. Donc forcément, je fais partie de ça. Et pendant que je discutais, comme dans le texte là, moi, je me discutais en pile monde. Et puis, j'ai un ami qui dit, moi,
Jean Casimir, il dit, Yannick, est-ce qu'on veut écrire le texte là à partir des caravelles de Christophe Colomb? Parce que plein de monde dans le 19e siècle qui fait ça, qui écrit sur Haïti, des Courtils, on prend généraux qui écrit sur Haïti, les naturalistes, ou bien doit faire à partir de la plage. Et ça, c'est ça que tu fait traditionnellement dans un roman paysan. C'est un roman qui était écrit à la troisième personne. Ça veut dire que tu as regardé de l'extérieur. Lorsqu'on écrit à la troisième personne, c'est ça qu'on fait. Moi-même, je dis que je vais laisser aller plus loin. Je fais que c'est le monde paysan qui parle et le monde paysan qui nous regarde. Et je pense que si je fait texte ça il y a 15 ans, certainement que je vais passé à côté d'un bon bagage. C'est parce que moi essayé de comprendre. Donc c'est vraiment un voyage intérieur à la fois sur le plan géographique parce que je flânais en pile dans un pays. Et puis en même temps, c'est un voyage intérieur pour moi-même. Ça veut dire, bon, comment habiter. Parce que je pense que c'est une question que certaines personnes, tout le monde posait tête. Mais au roman Ben de Lune qui frappe me la donne, c'est que c'est à la fois un texte quand même sur la paysannerie, mais à partir tout d'un point de vue de la paysannerie, et en même temps il y a des échos universels. C'est-à-dire que ce n'est pas un ghetto, ce n'est pas un bagage qu'on a fermé en dedans, il n'est pas dans une boîte. Quelque part, on a l'impression que dans Ben de Lune, on retrouve même des accents, des échos qui renvoyaient à, sans vouloir faire de l'hyperbole, la tragédie grecque. Est-ce que m'exagère? Bon, là c'est le lecteur qui a parlé, critique le même. Merci. Et c'est vrai que mon texte, ça, l'homme commence à écrire, parce que je ne devais pas seulement faire un texte, mais parce que l'on a écrit, ou lit des documents, un pile de documents, ou parler avec des gens, ou regarder une cérémonie, ou tant des gens dans la radio qui ont parlé, par exemple, des émissions que vous suivez, c'est Mambo Marie-Michel qui a parlé, Mambo, etc. Et puis, moi, je dis, mais est-ce faut qu'on fasse un travail esthétique après? Autrement, mon nom, on dit, pour un traité de sociologie, pour un livre d'histoire. Donc, il faut me faire un travail esthétique, ça veut dire une proposition de narration pour me faire. Il faut que le personnage soit crédible. Donc, un travail, disons, esthétique, une proposition que je fait. Mais là, je commence à faire texte là, je me dis, waouh, bon, là, je suis en train de parler des paysans haïtiens avec une telle spécificité. Moi, je dis, mais qui moun en dehors de haïtiens, même des haïtiens, dans ma dit quelques remarques que je prends après, qui moun qui va comprendre ça? Bon. Mais en même temps, je me dis, c'est ça que j'ai envie de faire. Je me dis, donc, comme c'est ça que j'ai envie de faire, je vais continuer. Donc, je fais texte là, Et curieusement, l'ol sorti en France, je me rends compte que l'ol, ou aller en dehors de Paris, même à Paris, où on a fait promotion de livre là, en pile, le monde dit, ah, mais là, c'est comme si on t'a raconté l'histoire grand-papa, arrière-grand-père, parce que dans la paysannerie, c'est comme ça. C'était en terre battue, mon était marché pied à terre, il n'y a pas d'électricité, pas de... Waouh! Et finalement, c'est le texte qui vient le plus universel que m'écrit. Alors que je pensé que, puisque je suis dans la paysannerie ici, je ne pas comprendre. Comme je dis, long texte tout sous mémoire d'un paysan bas breton, c'est-à-dire toute une histoire sur la campagne de Bretagne et début 20e siècle, fin 19e siècle. Et moi, que dans le texte, c'est comme si je suis dans un village haïtien. À partir de 5 h de l'après-midi, tout le monde a cherché chemin la caillou. L'on finit chez toute histoire qu'a raconté, c'est ou pas attendre un bruit sous tête cailla, etc. Est-ce que c'est pas des esprits qui passent exactement comme aussi ou t'as fait ou t'as pour en Haïti. Donc pour moi-même c'était important de voir que une accélération de l'histoire qui vient faite à partir des années 70 jusqu'aux années peut-être 50-60 où tu as gagné que toutes les paysanneries du monde plus ou moins c'était les mêmes bagailles. L'universel, c'est quoi? Tu te poses les mêmes questions sur la nature qui t'entoure, ou poses les mêmes questions sur la mort, sur le sacré. Peut-être ou pas poser des questions, même gens pas répondre, même gens, c'est les mêmes questions que tout le monde toujours posé. À partir de 60-70, on vient une accélération avec les nouvelles technologies, etc. On vient l'international. L'international, ce n'est pas l'universel. L'international, c'est pas une accélération. Ce n'est pas parce qu'on sur Facebook, ou plus qu'on est l'humanité que sous-terreté dans l'univers, le véritable universel, c'est là lié.
les nouvelles technologies, pas quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte vient poser même les problématiques actuelles. Qu'est-ce qui fait le malaise dans la société européenne? C'est que il y a un épuisement justement à partir de l'accélération de l'histoire qui vient de toute crise qu'on gagne. Bon, on ne va pas entrer dans un débat trop philosophique ou politique, mais c'est ça. Est-ce que tu veux dire que le roman, c'est aussi une manière d'interroger nos connaissances? Moi, je pense que les romans sont extrêmement importants. Et plus ou non, moment de crise, plus, pas au niveau haïtien, seulement au niveau mondial, on va remarquer ces romans qui baillent la mesure la plus exacte de malaise. Et je pense en ce sens, oui, ou un livre politique, qui, bon, oui, ou applique que tel bagage, livre économique à bon chiffre, livre scientifique. Mais qui ça parle bon, qui genre des mondes vivent en situation, son roman. Parce que nous-mêmes, tout, nous vivons l'histoire, il y a des répercussions dans nous-mêmes, nous vivons crise sociale dans le pays, il y a des répercussions dans nous-mêmes. Ou il y a un article journal où il y a des données. Mais le grand personnage, un trame de vie qui non livre, ou ressent-il beaucoup plus? C'est pour ça que je me dis, les informations nous sont données par les sciences, les explications par les sciences humaines, mais chaque bord, la saveur du monde, c'est la littérature. Oui, et il y a Patrick Rénal, qui sont écrivains qui rentré récemment, enfin il y a quelques années, dans Étonnant Voyageur, t'as raconté, mais t'as dit que ça le remède en roman, c'est ouvrir les grandes fenêtres sur le monde, et puis écrire, même pour ceux qui ne liront jamais. Et ça l'a écrit. Une générosité, un partage. Et ou même qui est allé de Anse Bleu à des bidonvilles, côté Mervillus Moury, en passant par. Ça a passé dans des camionnettes. Ou dans des grands restaurants à Pétionville. Des grands restaurants à Pétionville. C'est une sorte de cartographie. Une grosse cartographie de monde-là, de la condition humaine, à travers, qui part justement d'expérience et d'observation. Oui, c'est ça que lié, mais en même temps, pas tellement minimiser le travail, disons, esthétique, là, parce que c'est quand même une proposition esthétique. Parce que l'histoire, ça me raconter là peut-être 10 minutes, mais il y a un travail derrière. Et le travail là, par exemple, pour Ben de Lune, j'ai essayé de montrer, puisque dans la société traditionnelle, justement, où pas gagné, l'individu est fondu dans la collectivité. C'est un nous qui part, c'est un nous qui régit. D'ailleurs, c'est non là où tout le monde y est, donc tout le monde partage tout le bagage ensemble. Donc, on devait que c'est une voix collective qui racontait l'histoire. Bon, ça a été très difficile pour moi parce que pour me rendre voix collective ça que yo crédible, yo audible, yo tendel et puis yo dit waouh, son communauté qui a parlé de tête li. D'autant plus que voix c'est souvent quelquefois c'est mesdames qui parlent dans marché, de l'autre là c'est parce que yo dans la cour y a préparé manger donc tout le monde la chita, l'autre là c'est dans service que yo service vaudou donc même devait que c'est voix collective ça potel. En même temps dernier personnage qui lui-même à vivre dans l'époque contemporaine, nous avons une époque côté ça yo. Disons que une espèce de volonté de s'émanciper du groupe. Et c'est un petit peu la modernité où on veut s'émanciper du groupe, où elle est des pieds exposés, tout ça, la modernité, Internet, l'école, la radio, boîte de nuit, etc. Moi, on voit qui dit je. Et MTV que c'est deux voix ça qui, disons, raconter l'histoire. Donc, il faut toujours une proposition esthétique, parce que si c'est juste raconter une histoire, ou pas faire de la littérature. Oui, mais parce que tu as insisté beaucoup sur l'aspect esthétique, moi-même ça t'a frappé, mais je voulais te poser une question. Tes textes, même courts, ne sont jamais une bleuette de quelques pages, ni un léger croquis. On sent le souffle d'une marathonienne. On monde qui bat ton forge, qui travaille syntaxe là. Est-ce que c'est facile pour vous, ou bien est-ce qu'on travaille en pile, est-ce qu'on suit? Bon, je ne sais pas que vous travaillez là trop tout. Oui, mais quand même, curiosité de voilà. lecteur. Mais c'est vrai que même pour me faire un texte en cours, La couleur de l'homme, Guillaume et Nathalie, qui étaient des textes un petit peu moins difficiles que ça,
Oui, il faut que les mon appli texte là, ils ont plaisir. Pas besoin de servir avec des mots compliqués, non? Mais il faut que qu'on rythme. C'est surtout ça que je travaille, le rythme. Le rythme là, ça veut dire quand on parle de ponctuation, qui longueur on peut faire phrase là, parce que la ponctuation c'est très important. Au monde quand on Garcia Marquez dit ou joindre voix ou leur joindre dans texte là c'est respiration. Et respiration pour le gagner c'est rythme qui pral ba ou. Qu'est-ce qui ça bon rythme donc musicalité hein, c'est ponctuation. Donc ponctuation sont pas importantes. Mais qui rapport à la langue française dans ce sens là et là on te posé question à Marie Scondé, elle te dit j'écris du Marie Scondé. Est-ce que tu fais du Yannick Lahens? Je crois parce que l'idée est très compliquée. Ou a écrit en français dans le pays comme pour Haïti. Ouais, déjà, son problématique que me déposé dans l'exil. À mon te comprendre que l'écrit l'exil, c'est que c'était l'exil géographique, ça n'a rien à voir. Déposer problème que statut peut être ambigu et difficile de ce qu'on appelle un écrivain ou un intellectuel en Haïti qui a écrit en français. D'abord, le fait d'écrire déjà ou non séparation par rapport à reste monde. Deuxièmement, on a écrit dans une société qui à grande majorité orale. Donc, on a un premier problème. Ensuite, on a écrit en français parce que c'est là-dedans où on apprend à écrire. On ne pas penser que c'est parce qu'on parle créole qu'on est capable d'écrire en créole. C'est comme si on a dit tout le monde qui parle français est écrivain. Tout le monde qui parle espagnol est écrivain. Non. Et on a un apprentissage pour faire là-dedans. Ça, c'est... Et en plus, on sort de écart, le privilège est une terre étrangère. Donc, toute bagaille ça fait que non, c'est pas simple d'écrire en français en Haïti. Et nous allons entrer dans une discussion sur la question de la langue, même penser c'est des problèmes qui posent. Et j'étais très content de poser avant même que je commence à entrer dans la fiction. Parce que bon, je me sens mal à l'aise après. Oui, nous allons finir. J'ai deux dernières questions avant de passer à la public là, et avant de prendre pause là. Et j'ai une question sur un récit qui pique dur. Donc, on va parler de failles, on va parler de difficultés que Jean-Pays a écrasé, problèmes, détresse mounio. Et puis, un romancier là arrêté le capton Tidam qui a fait le bel. Et puis, automatiquement on dit ah, si il y a une fille qui a maquillé, qui a pris un la vie n'est pas loin. Absolument. Et c'était peut-être 2 jours après le tremblement de terre, je suis sorti parce que je devais garder, témoigner, etc. Et puis mon petit dame, quand je suis de ton côté, il fait une femme, on est lavé les cheveux, la mettre rouleau. Je dis ah, la vie est sauve. Parce que dans le désespoir, on ne peut pas le mettre rouleau pour laisser faire belle. Donc à partir du moment que dame ça peut se faire belle, me dit waouh, bon, la vie est sauve. Effectivement. Ça me songe à un vers de Tollet qui dit que quand l'aube est rouge, éclaire le temps, prends garde à la douceur des choses. Exact. Et mon dernière question maintenant, c'est en rapport avec, il a parlé de sensualité dans le texte Yannick, même d'érotisme, mais c'est un érotisme qui moi-même sous-jacent, qui en dedans phrasio, qui dans la vie qui pas c'est pas un érotisme qui est instrumentalisé et vivre tant qu'on rythme de vie et qui bail roman qui coloré roman. Est-ce que vous parlez de gens ou même et au travail ou parler de bail ça parce que justement gagne une absolue liberté qu'on gagne dans l'écriture mais en même temps il rentrer en dedans vécu mounio en dedans vécu personnage nous pas sentir dit il pas saute dans le texte là il pas ballon coup de poing nous vivons tant coup réalité personnage. Oui parce que sensualité c'est pas comme si on bagay ou prouver. Je pense que bon j'ai passé l'âge d'ailleurs de prouver à l'adolescence. À l'adolescence on a le besoin de choquer, de dire des choses etc. Absolument pas. Et je pensais, il y a un écrivain que je trouve extraordinaire sous plan ça, je pense qu'elle écrit les livres les plus, quand il s'agit de désir et de relations homme-femme, les plus sensuelles, c'est Marguerite Duras. Or, prenez n'importe quel roman de Marguerite Duras, ou pas, il n'y a aucune description. Parce qu'elle a compris une chose, c'est beaucoup plus dans la description, par exemple, de l'attente dans le... Exactement, la suggestion et l'attente. Tout l'érotisme réside là. Autrement, on peut décrire des scènes, bon, il y a des vidéos pour ça d'ailleurs, bon, franchement, ça n'a rien d'intéressant.
Et dans Guillaume et Nathalie, j'ai un petit peu cassé le code parce que j'ai commencé par dire, bon voilà, il y a un homme et une femme, il va y avoir une histoire entre eux. Je commence par montrer qu'ils sont ensemble et comme ça, le lecteur me fout la paix un petit peu et dit, bon, maintenant, il y a une histoire derrière ça. Et après, j'ai raconté l'histoire. J'ai un petit peu cassé cette espèce d'attente, il faut absolument une scène érotique. Et je pense qu'il faut aussi que les femmes qui écrivent fassent très attention parce qu'on ne va pas assimiler simplement la libération au fait d'écrire une scène débridée. Je pense que ça va bien au-delà de ça, à mon avis. Oui. Alors, vraiment pour finir, hein, et la toute dernière question, justement, c'est à propos de... Tu sais que les critiques ont cette manie de coller les étiquettes. Tu sais, écrivain engagé, écrivain d'une urbanité en crise, et enfin, roman... Enfin, je ne sais pas. Or, justement, le roman, c'est une sorte de tout. Hein, c'est un gros machin. Alors, je voulais savoir un tout petit peu. Alors, il y a Nancy Huston qui disait aux critiques, si vous voulez me coller des étiquettes, mettez-moi plusieurs. Oui, d'accord. Et comment tu te situes par Absolument. Et quand j'ai écouté la chanson de Che Guevara, je me suis dit, waouh, ça me rajeunit, ça me renvoie à des années avant. Et je pense que le monde a énormément changé, a évolué. Nous sommes à un carrefour où je crois qu'il serait imprudent de prononcer sur le monde des paroles péremptoires et définitives. En période de mutation, il faut savoir juste être à la hauteur de ce qui arrive, juste révéler ce qui arrive, mais on n'en est pas encore, à mon avis, aujourd'hui, on est en pleine mutation, à avoir des paroles définitives sur le monde. Il y a des tas de changements aujourd'hui qui se font. Il y a un déplacement, par exemple, je lisais le dernier livre de celle qui a eu le prix Nobel, la Biélorusse, elle dit, bon, on nous avait promis une révolution, on nous avait promis une révolution en 1989, nous sommes passés d'un pays de miliciens à un pays de gangsters. Pas très joyeux, mais c'est bon. Maintenant, autre chose, il y a un déplacement des pôles. Il y avait 2 pôles avant. Maintenant, on est dans un monde pas seulement multipolaire, il y a des gens qui disent apolaire. Donc, il y a beaucoup de pôles. Je pense qu'il y a aussi une sorte de déclassement de l'Occident, et particulièrement de la France, de l'Europe, qui ne se sent plus le centre du monde, qui ne l'est plus. Donc il y a toute une réflexion. Qu'est-ce qui est en train d'émerger et comment pouvons-nous contribuer à cette chose qui émerge? Donc, comment poser une parole définitive alors que nous sommes en pleine mutation? Il y a quand même des propositions d'autres contrats sociaux avec le problème de l'écologie. Donc, moi, je pense qu'au contraire, le roman permet de saisir la mutation, puisque même ceux qui réfléchissent sont presque en panne d'explication. Mais comme les gens continuent à vivre, le roman est beaucoup plus à même de parler de ce que ces mutations nous font à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, j'étais très sensible à ce qu'a dit dans La fin de l'homme rouge. On nous a promis une révolution, nous sommes passés d'un pays de miliciens à un pays de gangsters. Comme quoi, toute une partie du monde, le seul destin que nous avons, c'est le fanatisme d'un côté, les miliciens, vous pouvez avoir de toutes sortes de fanatisme, et puis le marché à tout prix. Oui. Donc, c'est-à-dire un monde entre le réchauffement climatique et la division en chapelle ardente. Donc moi, que littérature engagée, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont... Moi, je n'aime pas qu'on me... Voilà. Si on veut me donner l'étiquette, on peut donner. Je ne peux pas empêcher les gens de me donner des étiquettes. Moi, j'ai tellement de respect pour des gens qui ont un engagement tous les jours sur le terrain. Moi, je ne sais pas qui s'occupent des réfugiés qui arrivent de République dominicaine ou d'autres choses, que je pense que même le statut de l'écrivain, de l'intellectuel a changé. On est moins capable de soulever les foules comme on le faisait dans les années 46. Il a suffi de, comment je pourrais dire ça, d'une conférence à l'Institut français, et puis il y avait Jacques-Stéphane Alexis Despès. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit possible. Donc il faut réévaluer les choses. Voilà. Merci Yannick pour cette partie, et à tout à l'heure. Nous entamons la deuxième partie de la soirée, et avec... pour vous mettre dans l'ambiance, un extrait d'un texte de Yannick que Billy, non, c'est pas ça?
La couleur de l'aube, que le comédien Billy va nous lire. Billy, c'est un des comédiens les plus en vue et qui a vraiment contribué à la formation aussi de nombreux jeunes, plus jeunes que lui, puisqu'il est déjà jeune, assez jeune. Donc Billy va quand même nous lire ce texte et on va l'écouter avec plaisir, puisque c'est Yannick même a souhaité que Billy lise pour lui. En ouvrant la porte, son bras a frôlé le mien, laissant sur ma peau l'empreinte d'une morsure. Luxon m'a alors chuchoté quelques inconséquences au creux de l'oreille, des mots qui se fondaient l'un dans l'autre. Ta bouche, toi, envie. Un fleuve se déversait en moi, et l'envie de cet homme a éclaté dans mes veines en des milliers de bulles. Je lui ai dit, mon amour, sans y penser, comme si je chantais tout bas, tout murmure. J'ai moi-même défait mon corsage. Dans ma hâte, j'ai failli arracher un bouton. Mon audace l'a d'abord étonné et finalement lui a plu. Si fort que son visage s'est déformé dans un rictus d'admiration et de plaisir. Luxon m'a déshabillé comme, à bout de soif, on épluche une orange. Écrasant ses lèvres contre mes seins, mon ventre, glissant ses mains jusqu'au triangle ombreux de mes cuisses. Mon corps s'est lentement animé sous ses doigts et sa bouche. Sur ma peau à vif, il laisse des traînées de fièvre. J'offre mon ventre à ses lèvres, mon sein à son front. Sa barbe naissante me chatouille et je me surprends à rire. Je n'ai jamais ri avec aucun de ces hommes dont les ardeurs me flattaient, me révulsaient ou me laissaient de la glace. Le rire de Luxon est une grâce. Je ne sais pas si je dois la saisir. Je ne sais pas. Je baigne mon visage contre sa peau et puis Luxon me retient fort et doux, très fort et très doux entre ses hanches, jusqu'à cette souffrance voluptueuse qui me saisit et me retourne lentement. Luxon est un homme de volonté et d'amour, et cela me plaît qu'il le soit. Des pensées m'ont frôlé, ample, comme la géographie des nuages. J'en ai voulu retenir aucune, surtout pas celle qui, le temps d'un battement de cils, tentait de me piéger dans l'étrange mélancolie ou le soupçon de bonheur qui suit quelquefois nos étreintes. Très vite, je me suis défaite autant de la mélancolie que de toute tentation de bonheur. Comme les autres filles de faubourg, j'ai connu très tôt les premières voluptés de la chair. Jamais elles n'ont pu m'ôter à moi cette âme frottée dès la naissance à la privation, une méfiance innée pour le bonheur des livres et la mélancolie du cinéma. Au bout d'un moment, je me suis détaché de l'étreinte de Luxon. Je le regarde fasciné. Dans la salle de bain, je me mets du rouge sur les lèvres. Elles se sont épaisies, comme si je m'étais à peine réveillé d'un long sommeil. Mon front rayonne et je voudrais faire mentir mes yeux. Ils sont trop brillants pour ne pas être
ceux d'une femme que l'on vient d'aimer, qui vient d'aimer elle aussi. Mes yeux sont trop brillants pour ne pas me trahir. Je me regarde une dernière fois et je dis au miroir, sur tout mon cœur, ne branle pas, ne branle pas. Mais depuis, malgré moi, une force a grandi contre laquelle je ne peux rien. Une pensée s'est installée là, tout à l'intérieur de moi, autour d'une image, toujours la même, celle de Luxon. Même si les autres autour marchent, respirent, soupirent, je ne les vois plus marcher, je ne les entends plus respirer, je suis aveugle à leur sourire. Ils ont beau faire, je ne les sens plus m'approcher et me cherchent dans leur arrogance et leur faim. Aucun ne peut me consoler de Luxon. Le séisme a déjà eu lieu. La couleur de l'aube de Yannick Laïs. Merci Billy. Donc on va rapidement passer à la série des questions puisqu'on a commencé un peu tard. Et nous appelons au micro d'abord Corneille, je crois. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Et merci pour la présentation. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai eu la possibilité de vous entendre personnellement. Bon, c'est pas l'écrivaine, donc la romancière. Mais moi, je voulais surtout partir de l'histoire, puisque là, il y a un historien, et partir de Michel Rowe-Touillon, je crois que ce serait intéressant. Mais c'est un peu une question qui fâche à certains écrivains, ou encore qui est difficile pour certains écrivains. Comme par exemple de Michel Rowe-Touillon, de parler de la construction du silence. C'est un insigne de page, je crois, c'est un texte qui nous est familier dans cet espace. C'est comme quoi que moi, je vais partir du quatrième moment, qui est la construction des faits historiques, ou encore la construction de l'histoire. Pourquoi je voulais me référer à ce texte ce soir pour interroger Yannick? C'est parce qu'il a parlé de la figure de l'engagement chez l'intellectuel. De là, je crois que... Alors, elle est partie des années 40, un peu, de l'intellectuel engagé, de Sartre, moi, que j'aime beaucoup. Mais c'est de dire que, est-ce que cela ne vous est pas arrivé quelquefois, en écrivant, qu'il y a des textes, comme par exemple, lorsque, avec Bain de Lune, on pouvait espérer beaucoup mieux, encore, d'aller plus loin avec les paysans. Puisque cette année, on célèbre Mouvement Papaye, près de 40 ans, beaucoup plus, c'est que, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé quelquefois d'écrire, soit en écrivant, que vous avez pu laisser au silence, soit quelques textes, ou encore quelques extraits, tout comme, ça me rappelle une question l'année dernière que Stéphane a posée à Daniel Lafayette, de dire que pourquoi Daniel Lafayette refuse de parler aujourd'hui des Duvaliers. Est-ce qu'il n'y a pas chez Yannick Laïs un moment de silence aussi? Dans ses écrits, elle n'a pas envie de parler, soit par contrainte, ou encore soit par peur, je ne sais pas, mais un silence qui est observé dans vos écrits. Merci. D'accord. On demande à D'Angelo de faire la deuxième question. Merci, docteur. Alors, Yannick, j'ai bien aimé quand tu avais fait référence à Milan Kundera, et il n'y a pas longtemps que j'aime beaucoup. Ce fameux Milan Kundera eut à dire dans l'art du roman que l'esprit du roman est l'esprit de la complexité, et chaque roman dit au lecteur les choses sont plus compliquées que tu ne penses. Je voudrais à ce propos te demander, qu'est-ce qu'il y aurait de plus compliqué dans le réel haïtien que le roman haïtien des 20 dernières années nous permettrait de saisir? Merci D'Angelo. Le docteur Charles. J'apprécie effectivement quand Yannick a dit prenez garde à ceux qui ont des déclarations péremptoires sur le monde. Et effectivement, je pense que ceci s'adresse à tous ceux qui pensent qu'ils sont détenteurs de vérité absolue. Et il faut être beaucoup plus empathique. Et l'autre commentaire que j'ai sur une autre partie de l'intervention, c'est quand elle a dit que le roman apporte une saveur à l'explication du monde. Et moi,
ça me rend jaloux, justement, des romanciers. Parce que c'est ce qui manque à mes écrits scientifiques, à mes rapports d'enquête, de recherche, etc. Et nous apportons une explication, mais il nous manque cette saveur. Et en parlant de saveur, à écouter le texte de Billy, à lire Guillaume et Nathalie, effectivement, on sent cette jouissance. Et on sent que des fois, on a l'impression que l'écrivain ou le romancier orgasme en écrivant. Et dans ce sens, j'aimerais que Yannick, cher Yannick, tu détailles un petit peu plus sur la différence entre l'érotisme et la pornographie. Alors oui, non mais je craignais que tu dises qu'on détaille l'orgasme. Moi, c'est bon. Non. Les détails sur l'orgasme... C'est une taquinerie, c'est une taquinerie. Non, très bien. Mais les détails sur l'orgasme, c'est de l'ordre de la science. Nous le décortiquons l'orgasme. Mais c'est ça. Détailler, effectivement, la différence entre l'érotisme et la pornographie. Bon, alors là, je vais faire de grandes acrobaties parce que je vais partir de l'histoire, des silences de l'histoire, jusqu'à l'érotisme. Moi, d'abord, je n'aime pas, en écrivant, donner des solutions. Je ne suis pas là pour donner des solutions. Je suis là pour être à la hauteur de ce qui arrive, de ce qui nous arrive, de ce que ça nous fait dans nos têtes, dans nos corps, et essayer d'être à la hauteur de cette chose-là. Moi, je n'ai pas vocation à être le confident de la Providence, la confidente de la Providence, de savoir ce qui va se passer, ou bien que j'ai des jugements ex cathedra et que j'aurai une mission. Absolument pas. Ensuite, la peur, je pense que c'est une des choses que je n'éprouve pas beaucoup. Ni peur par rapport aux puissances politiques, ni peur par rapport aux puissances économiques, ni peur par rapport à quoi que ce soit. J'écris ce que j'ai envie d'écrire. Donc, au contraire, dans mes textes, j'essaie de laisser le silence, j'espère en laisser, pour qu'il y ait justement ce qu'on appelle des vides d'interprétation, que ce soit le lecteur qui mette quelque chose dans le texte. Je n'ai pas à lui mâcher quelque chose, à lui dire voilà ce qu'il faut faire. Parce que ce qu'il faut faire aujourd'hui est moins clair que ce qu'il fallait faire en 1945. Le monde a énormément changé. Et ceux qui ne sont pas conscients de ça, eh bien écoutez, moi je fais partie de ceux qui le pensent. Tout le monde n'est pas obligé de penser comme moi, et c'est évident. Le réel, il y a le réel et puis il y a un livre. Le livre, c'est toujours, ça c'est pour D'Angelo, il y a toujours une proposition que l'on fait à partir du réel. On prend le réel et on le transfigure. La preuve, c'est une proposition qui m'est propre. Quand Maryse Condé dit « j'écris du Maryse Condé », il y a d'autres gens qui ont fait des romans sur la paysannerie, qui ont fait autre chose. Moi, c'est ma proposition à moi, c'est la manière dont je l'ai vue. Est-ce que je vais faire une sortie pour montrer que les paysans vont faire la révolution ? Moi, je me méfie des gens qui aujourd'hui, je ne sais pas. À l'époque, par exemple, où Jacques Roumain écrivait gouverneur de la Hausée, il était secrétaire du Parti communiste et il y avait une consigne du parti. Je crois qu'une des consignes à la fin de ce congrès du parti, c'est que la paysannerie était l'avant-garde de la révolution. Donc, on a un manuel qui est un homme parfait d'ailleurs, il n'a pas de défaut. Ça n'existe pas des gens sans défaut, sans contradiction, ça n'existe pas. Donc pour moi, l'être humain a des contradictions de toute façon. Et il fallait que la paysannerie soit à l'avant-garde. Donc on a un roman, disons, du réalisme socialiste, et puis la paysannerie est à l'avant-garde. À l'époque de Jacques-Séphane Alexis, autre congrès du Parti communiste, c'était le prolétariat, l'avant-garde de la révolution. Donc on a un Hilarion, lui aussi parfait, qui va faire la révolution. On a changé d'époque. C'est tout ce que je peux dire. On a changé d'époque. Voilà. C'était l'époque où Aragon écrivait les communistes. Alors, par rapport à ça, il y a quelque chose qui m'a frappé au moment du tremblement de terre. Et je vais peut-être résumer pour ceux qui ont encore ces interrogations politiques. Quand j'ai vu des gens se déplacer avec des choses sur la tête, sur la route du canapé vert,
Je ne peux pas savoir quelle forme prendra ce déplacement de population. Exode vers les provinces certainement, mais dans l'espace urbain, je ne sais pas. 3 jours ou 4 jours après le tremblement de terre. Ce dont je suis certaine, c'est que ces femmes et ces hommes lâchés le long des routes ont un flair, un nez bien à eux. Cela fait 2 siècles qu'ils ne croient plus ni au gouvernement, ni aux promesses des hommes politiques, ni à celles des pouvoirs économiques, ni à celles des intellectuels, ni à moi, ni à vous. Quand il leur est arrivé de croire, ils ont toujours vite déchanté. La défiance est aujourd'hui endémique, structurelle, et pour cause. Cela fait 2 siècles qu'ils ont pris le pli d'avancer seuls dans l'histoire, sans personne pour leur tenir la main ou leur indiquer un chemin. Cela fait 2 siècles qu'ils esquivent tous les gouvernements, tous les hommes politiques, tous les pouvoirs, avant même que ces gouvernements, ces pouvoirs ou ces hommes les ignorent. On a quand même 75% d'abstention aux élections. Ils ont cette longueur d'avance-là qui fait qu'ils les prennent tous toujours de court. Aujourd'hui, plus un gouvernement, plus aucune instance internationale, plus aucune ONG ne peut les rattraper. Ils sont réfractaires à toute prise. Ce flair est bien plus qu'une posture, mieux qu'une stratégie, c'est un savoir. La sophistication de ce savoir-là n'a rien à voir avec ce que l'on enseigne à Harvard, l'ENA, Oxford, ou ceux qui s'analysent au FMI ou à la Banque mondiale. Il n'a rien à voir non plus avec le grand soir des socialistes, guévaristes, maoïstes ou trotskistes. Parce que ce savoir ne repose sur aucun espoir dans les pouvoirs ou dans les lendemains qui chanteront. Son postulat premier est précisément que l'espoir n'est pas la seule réponse. Si l'exclusion a donné les résultats que nous connaissons, ce savoir-là peut-il être une issue aujourd'hui? Je ne sais pas. Pour moi, la question de l'érotisme, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent. D'ailleurs, l'érotisme fait partie de la vie. Donc, un personnage, si le personnage est dans une histoire d'amour, il faudra bien que j'écrive des scènes érotiques. Mais pour moi, l'érotisme, quand ce n'est pas la pornographie, je ne suis pas dans une description d'un cours de gymnastique. D'accord, ce n'est pas de la gymnastique. Derrière la rencontre d'un homme et une femme, il y a une autre dimension. Et c'est cette dimension qui m'intéresse. Quand j'ai écrit Bain de Lune, il y a des gens qui sont venus me voir après. Ah, mais c'est extraordinaire. Tu as humanisé le paysan. Pourquoi? Comme s'il fallait attendre 2015 pour savoir que les paysans étaient des êtres humains. Bon. Et comme ce sont des êtres humains, il y a des scènes d'érotisme parce que les paysans, ils font des enfants, ils se tombent amoureux, enfin, je ne sais pas moi. Bon. Ben oui, ça fait partie de la vie. Et pour moi, une des plus belles scènes, c'est quand Hermantia donne le bain à son mari, qui est beaucoup plus âgé que lui, c'est un paysan, et il va mourir. Mais ça, c'est de l'érotisme. C'est de la tendresse, c'est de l'érotisme. Et il est en train de lui dire, je m'en vais aujourd'hui, je vais partir. Il lui dit, mais non. Et elle le frotte le dos. Ça, c'est une scène à la fois de tendresse et d'érotisme. Voilà. Donc, voilà. La pornographie, c'est juste une séance de gymnastique, quoi. Alors, on passe à la deuxième série de questions. Je dis bonsoir à M. Edmé et à Mme Lyons. Et Yannick, je te remercie. Bon, j'ai pris la liberté, je prends toute la liberté ce soir, pourquoi? J'ai pris la liberté de te tutoyer, de t'appeler par ton prénom, mais avant tout ça, je prendrai aussi une autre liberté qui est de saluer ma mère qui fêtait son anniversaire hier. Bon, j'ai le droit quand même. Bon, bref. J'espère qu'elle regarde la télé ce soir. Espérons-le. Bon. Moi, j'ai déjà vécu 2 décennies. J'en suis à la 3e, elle n'est pas à son bout jusqu'à présent. Mais vous êtes plus âgé que moi. Vous en avez vu quelques-unes. Maintenant, dans cette misogynie, ce patriarcat dur, on vous accorde un quota aux femmes, 30%. Dans ce patriarcat dur, vous dites ne pas être engagé. Je sens une Marie Chauvet qui écrit pour se faire plaisir. Comment vivez-vous cette misogynie en tant que femme? Comment l'avez-vous vécu à travers ces décennies et comment l'écrivez-vous, Yannick? Bon, tutoiement, vouvoiement, encore une autre liberté. Merci. Bonsoir Yannick et bonsoir Oudi. Je trouve que le café est très chaud ce soir et c'est bien comme ça. Et ma question, c'est par rapport à un post que vous avez fait, Yannick, il y a de cela 3 jours ou 4 jours sur Facebook, par rapport à l'apport des hommes et des femmes dans la littérature. Et moi, j'aimerais vous demander rapidement, est-ce que la littérature est une activité sexuée?
est-ce que la littérature a un sexe? Est-ce que le fait d'être homme ou le fait d'être femme, ça imprime une certaine particularité dans mon rapport avec la littérature et dans mon rapport avec les autres et avec le monde? Moi, il m'arrive de lire des hommes qui se glissent facilement dans la peau d'une femme. Par exemple, Marvin Victor l'a fait dans Cormelé. Tout comme il m'arrive de lire des femmes qui se glissent facilement dans la peau d'un homme, comme il y a Kate Limas dans leur hybride, justement. Donc, est-ce que la littérature a un sexe? Est-ce que la sexualité a une place dans la littérature? Pour finir, est-ce qu'on écrit avec son vagin ou avec son pénis? D'accord. Non, mais je pense qu'on finira par avoir un orgasme intellectuel. Alors, Camille, Jean. Camille. Je vous dis bonsoir. Je suis de manière exhaustive votre étalage tout à l'heure sur les points concernant ce débat. Je me demande, il y a un point d'ombre qui me paraît à l'esprit avec l'explication de Mme Lannick Yanès. Je voudrais savoir comment se fait-il que vous êtes un petit peu dur sur le fait que, en ce qui a trait avec la révolution, sur le fait que nous sommes dans un point si difficile avec le pays, d'une manière à ce que nous passons d'un pays militaire avec un pays de gangsters. Merci. Je vais répondre aux deux questions, misogynie, femmes-hommes. Il est évident, d'ailleurs j'avais prononcé une conférence en ce sens, les femmes écrivent dans l'œil du cyclone, je disais que la littérature n'était absolument pas un acte sexué. C'est évident. Mais je reprends en même temps cette parole de Jean-Paul Sartre, on écrit toujours en situation. Donc, forcément, par exemple, il m'arrive, et encore il y a 3 jours, on m'a demandé pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnages féminins dans vos textes. On ne demandera jamais, je n'ai jamais entendu demander à des écrivains hommes pourquoi il y a autant de personnages masculins dans leurs romans. Parce qu'on a été formaté, et sans s'en rendre compte, à entendre la parole des hommes. Ce n'est pas plus le fait que ce soit qu'on mette en scène un homme ou une femme, ça c'est un premier débat. C'est le fait que la voix de la femme. Il y a une femme, une des rares femmes rabbins philosophes en France, elle disait que la voix de la femme est une nudité. Rien que la voix. Donc, elle commence à prendre la parole et tout de suite, on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu mets plus en scène des femmes? Mais on n'a pas beaucoup parlé des femmes de la littérature haïtienne qui existe depuis un petit peu plus de 2 siècles. On n'a pas beaucoup parlé des femmes. Donc, pourquoi est-ce que les femmes ne parleraient pas et ne feraient pas parler d'autres femmes? Il y a ce qu'elle met en scène dans le roman. Ça peut être personnage masculin, féminin, ça n'a rien à voir. On peut se mettre dans la peau d'un enfant, on peut se mettre dans la peau d'un vieillard, comme on peut se mettre dans la peau d'une femme ou d'un homme. On peut se mettre dans la peau de quelqu'un qui a vécu dans une époque antérieure. C'est ça le grand privilège et la grande liberté de l'écrivain. Maintenant, forcément, on écrit en situation. Donc, on va voir que dans les romans, on va avoir beaucoup plus tendance, les femmes, à mettre en scène certainement des personnages féminins et y avoir un angle d'approche qui est forcément un peu différent. Ceci dit, beaucoup de gens vous disent, quand l'homme accepte cette part de féminité en lui, c'est qu'il devient poète. Donc on peut aller dans une 3e dimension de cette question. Donc il y a plusieurs niveaux de réponse. Et aujourd'hui, je dis les femmes écrivent dans l'œil du cyclone, oui, parce que c'est quelque chose qui a commencé dans la littérature haïtienne avec Marie Chauvet. Par exemple, vous avez Jacques Roumain, Jacques-Séphine Alexis, c'était l'époque de grandes déclarations, il y a de grands échafaudages théoriques, et on est derrière cet échafaudage théorique. Marie Chauvet arrive et elle dit « Le monde est plus compliqué que ça. Le monde est plus compliqué parce que nous sommes des êtres humains, donc nous sommes compliqués, nous sommes complexes. » Elle dit « Tout n'est pas noir d'un côté, tout blanc de l'autre, il y a beaucoup de zones de gris. » Et je pense que c'est une de celles qui fait justement rentrer la complexité dans le roman. D'accord? Donc, oui, il y a eu toute une évolution aussi qui a permis aux femmes de prendre la parole. Et je dois dire que depuis les années 90, elles apportent quelque chose au roman haïtien depuis les années 90, de manière indiscutable. Donc, on a forcément une autre perspective. Mais ça ne veut pas dire que c'est sexué, puisque quand je suis devant mon ordinateur ou ma feuille de papier, j'éprouve les mêmes angoisses ou les mêmes bonheurs que quelqu'un. Exactement.
Donc, voilà, nous sommes engagés dans un processus de création. Je vais me dire, est-ce que tel personnage, je vais l'éliminer? Comment je vais faire mon histoire? Nous avons les mêmes préoccupations d'écrivain. Mais je reprends la phrase de Sartre, nous sommes, qu'on le veuille ou non, en situation. L'Union soviétique a vécu depuis 1917 jusqu'à 1989 dans un régime communiste. Et quand Gorbatchev arrive, justement, on leur dit, ça va être la libération, c'est le bonheur total qui va arriver puisque vous allez rentrer dans le libéralisme, et puis c'est le monde libre, etc. Et elle dit, mais... Alors ce livre est intéressant parce que c'est un gros livre où elle mène des enquêtes, elle fait parler des gens de tous les jours. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Comment était votre vie avant, comment est votre vie après? Et la conclusion, il y a une des personnes interrogées qui lui dit, on nous avait promis une révolution et le bonheur, nous sommes passés d'un monde de miliciens. Quand on est dans un système communiste, c'est la milice, c'est la foi, il faut suivre les consignes du parti, et nous sommes maintenant dans un monde de gangsters. C'est l'argent seulement qui compte. Il y a un type qui arrive à la télévision, il vous dit, surtout les nouveaux oligarches, oui, c'est une société qui n'a jamais connu la démocratie. Hein. La Russie, elle est passée du tsar au communisme. Et alors le type arrive à la télévision, il dit, si vous ne pouvez pas vous acheter une montre de 50 000 $, vous ne m'intéressez pas. Donc ça, c'est un monde de gangsters. Et c'est un petit peu ce qu'elle dit. Donc finalement, nous sommes perdus, nous en Union soviétique, parce que nous sommes passés d'un monde de miliciens à un monde de gangsters. Mais je pense que c'est une des impasses aussi, qui n'est pas seulement pour l'Union soviétique, mais on peut trouver un petit peu partout. C'est une des réflexions justement sur le monde aujourd'hui. Alors merci. On va dire encore merci à la télévision Radio Télé Caraïbes. Merci aux amis, au public cultivé de Café Philo. Merci à nos amis de Café Philo de nous avoir reçus ce soir. Merci à la DNL. Bonsoir tout le monde. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie.